Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Abréviation. ACO, Accord de commercialisation ordonné. ACP, Groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. ADPIC, Accord sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, TRIP. AED, Accord sur l'évaluation en douane. AGCM, Accord général sur le commerce des marchandises, GATT. AGCS, Accord général sur le commerce des services, GATS. AGOA, African Growth Opportunity Act. ALALC, Accord latino-américain de libre commerce. ALEA, Accord de libre-échange asiatique. ALENA, Accord de libre-échange nord-américain. APE, Accord de partenariat économique. ASEPEX, Agence sénégalaise de promotion des exportations. ASN, Agence sénégalaise de normalisation. BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement. BM, Banque mondiale. BOAD, Banque ouest africaine de développement. WOOL. OFF. Bulletin officiel de l'UEMOA. CAF, Coût assurance fret. CDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. CDS, Code des douanes du Sénégal. CEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. COCC, Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. CPC, Code de procédure civile du Sénégal. CPP, Code de procédure pénale du Sénégal. CPS, Code pénal du Sénégal. Code de l'Union des douanes de l'UEMOA. FMI, Fonds monétaire international. FOB, Free on Board. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. INCOTERMS, International Commercial Terms. JDI, Journal du droit international, CLUNET. JORS, Journal officiel de la République du Sénégal. Mercosur, Mercado Común del Sur. NPF, Clause de la nation la plus favorisée. OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. OADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. OIC, Organisation internationale du commerce. OMC, Organisation mondiale du commerce. ONG, Organisation non gouvernementale. ORD, Organe de règlement des différends. PAM, Proposition d'accès au marché, OMC, Cycle de Doha. PI, Pays industrialisés. PMA, Pays les moins avancés. PVD, Pays en voie de développement. RVE, Restrictions volontaires à l'exportation. SFI, Société financière internationale. SGP, Système généralisé de préférence. STABEX, Stabilisation des recettes d'exportation. SYSMIN, Système de stabilisation du prix des minerais. TEC, Tarif extérieur commun. TSA, tout sauf les armes. TSD, Traitement spécial et différencié. UDEAC, Union douanière des États de l'Afrique centrale. UDEAO, Union douanière et économique de l'Afrique de l'Ouest. UE, Union européenne. UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. UMOA, Union monétaire ouest-africaine. ZLE, Zone de libre-échange. ZPD, Zone de préférence douanière. Préface. Le présent ouvrage centré essentiellement sur le droit de l'import-export trouve son intérêt non seulement dans l'importance que revêt l'objet de l'étude, mais aussi dans la volonté de l'auteur de combler un vide. En effet, très rares sont au niveau de la doctrine les productions qui proposent de présenter les activités d'import-export sous l'angle d'un ensemble législatif et réglementaire cohérent. Le constat est encore plus amer pour ce qui est des pays africains, où l'on n'y trouve quasiment nulle trace. Cet état de fait apparaît toutefois quelque peu paradoxal, si l'on considère que le droit de l'import-export a atteint un degré d'autonomie suffisant qui l'a fait inscrire depuis fort longtemps dans les différents programmes d'enseignement du droit.
Discipline maîtresse au temps où les relations commerciales internationales se limitaient à l'achat ou à la vente de marchandises entre États, le droit de l'import-export continue de régir les opérations d'un monde économique particulièrement vivant et mouvant, à savoir celui de biens et services transfrontières. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de ne pas le définir comme un démembrement du droit du commerce international. Ce dernier, certes plus vaste, est en réalité né beaucoup plus tard avec l'apparition de nouvelles activités du commerce économique mondial qu'il a fallu prendre en compte et régir. Production minière et industrielle, investissements internationaux, circulation des capitaux, compagnies transnationales, etc. Conservant ainsi sa nature propre, le droit de l'import-export entretient des rapports très étroits avec les différentes composantes de ce que l'on peut appeler le droit de l'économie et dont il est partie intégrante. L'auteur s'attache d'ailleurs dans ses pages introductives à signaler la pluralité de concepts, principes et autres institutions émanant des diverses matières juridico-économiques qui auront vocation à s'appliquer. Réglementation fiscale, réglementation d'échange, réglementation douanière, régimes préférentiels internationaux liés aux échanges commerciaux pour ne citer que cela. De ce qui peut apparaître comme une surréglementation du champ étudié, on peut mesurer toute l'ampleur des enjeux que suscitent les activités d'import-export aussi bien à l'interne qu'à l'international. Ces dernières, en effet, constituent pour l'ensemble des États de la planète des indicateurs de performance économique aptes à déterminer ou consacrer leur poids économique et diplomatique. Est-il même utile de faire cas des stratégies nationales constamment imaginées et déployées pour soit conquérir un ou des marchés, soit consolider ou dominer d'autres ? Dans un climat de libre-échange, l'existence d'organismes comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et avant elle le GATT, se justifiant dès lors pour faire le tri entre le loyal et le déloyal, le licite et l'illicite, concilier les positions ou enfin arbitrer les inévitables conflits d'intérêts. Un autre avantage du dit ouvrage est que tout en nous promenant dans le champ et l'esprit du monde de l'import-export, l'auteur, bien que s'appuyant sur son pays, le Sénégal, ouvre un large portail sur la situation juridique de tout l'Ouest africain en matière d'import-export. En effet, cette partie du monde composée de plus d'une quinzaine d'États vit un processus d'intégration économique plus ou moins avancé avec notamment l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 8 États, et la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, 16 États, permettant du coup au lecteur d'avoir une vue d'ensemble. L'opportunité est ainsi donnée de découvrir et de connaître non seulement la législation uniforme qui lie les États parties à ces communautés, mais aussi leur politique commerciale commune en matière d'échanges commerciaux, et surtout leur attitude commune face aux enjeux économiques mondiaux nés des activités d'import-export. La question des accords de partenariat économique, APE, entre pays ACP et Union européenne qui est examinée en est une illustration. À présent, que contient précisément ce livre, indépendamment des points ci-dessus invoqués ? Sur le plan de la forme, il suffit de rappeler l'ambition du rédacteur de l'ouvrage de restituer les activités d'import-export et donc le droit dont elles sont l'objet sous la forme d'un tout cohérent et intelligible. À cette fin, il a choisi de diviser son travail en deux parties, l'une consacrée à l'organisation des activités d'import-export et l'autre à la gestion des dites activités. Dans le fond et s'agissant de la première partie, il est procédé à une revue exhaustive et méticuleuse des différentes règles matérielles encadrant les opérations d'import-export et issues principalement de l'ordre juridique sénégalais. Par rapport à ce dernier, il importe de souligner qu'il a simplement valeur de référence parce que reproductible à quelques nuances près, à l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. On y découvre ainsi tout le droit positif et l'ensemble des structures qui constituent l'environnement du monde de l'import-export. Il s'agit autant des règles internes organisant l'entrée et la sortie des biens du territoire, que des règles d'origine internationale vis-à-vis desquelles les premières doivent être en conformité. L'import-export n'est pas une question strictement nationale. En effet, tout État quel qu'il soit est astreint à des normes émanant d'accords ou d'organismes internationaux auxquels il est lié et dont les objectifs sont, dans un climat de libre-échange, d'assurer un respect par tous des règles du jeu. La seconde partie, quant à elle, s'ouvre sur une restitution plus pratique que théorique du déroulement des activités d'import-export. L'accent est délibérément mis sur les choses corporelles et incorporelles qui sont au cœur de ces transactions internationales. Comment entre ou sort-elle d'un territoire ?
Quel trajet suivent-elles? Quel rôle peuvent-elles jouer dans l'économie des États de réception ou d'expédition? Comment sont-elles réglées sur le plan financier? Ces différentes questions posent non seulement le problème du contrôle étatique nécessaire des biens et produits en mouvement, mais aussi celui des usages présidant à leur déplacement et à leur mode de règlement. Au total, cet ouvrage au style clair et dépouillé qui en rend la lecture aisée se révèle être un outil précieux entre les mains des chercheurs, universitaires et étudiants s'intéressant aux transactions commerciales internationales. Le sens et la portée des règles substantielles sont livrés de manière franche et simple, favorisant du coup leur compréhension. Il apparaît en outre comme un bon guide pour les opérateurs économiques souhaitant comprendre l'environnement juridique de leur milieu d'action. Professeur Amadou Ali Mebaye. Doyen FASEG, UCAD. Introduction. L'étude du droit de l'import-export suppose que soit défini au préalable l'objet sur lequel ce droit porte, à savoir l'import-export. Raccourci commode et usuel des mots importation et exportation, le terme import-export se réfère aux activités d'échange de biens et services impliquant par définition au moins deux États ou des ressortissants d'au moins deux États. Pour cause, est importation l'entrée sur le marché d'un pays donné de biens et services produits ailleurs et destinés à la consommation ou à la transformation dans le dit pays, tandis que répond au terme exportation l'opération inverse. La sortie de biens et services à destination de l'étranger pour qu'ils y soient consommés ou transformés. Ces différents échanges s'effectuant, s'il est même utile de le préciser, en contrepartie d'autres biens et services d'or, de devises ou même à titre de règlement de dettes antérieures. De ce qui précède, on peut d'ores et déjà qualifier l'activité d'import-export, c'est-à-dire procéder à son logement dans les catégories juridiques connues. L'importance de cette qualification étant qu'elle permettra sous peu de fixer la place et l'origine des règles organisant la dite activité dans le système juridique. On relèvera ainsi dans un premier temps que l'activité d'import-export est une activité commerciale, puisqu'il s'agit d'échanges avec contre-valeur, et qu'elle est réalisée pour l'essentiel par une catégorie socio-professionnelle particulière, à savoir les commerçants. Dans un second temps, il faut remarquer que ces rapports commerciaux seront qualifiés d'internationaux à partir du moment où les prestations auxquelles ils donnent lieu génèrent comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, et ont pour effet majeur de mettre en contact ne serait-ce que deux ordres juridiques distincts, celui du pays importateur et celui du pays exportateur. Sur la même lancée, s'il apparaît évident que les opérations d'import-export déclencheront une série d'activités logistiques et financières aux fins de leur réalisation, elles susciteront aussi en marge des opérateurs économiques, commerçants et établissements financiers, l'intérêt des pouvoirs publics des pays d'entrée ou de sortie des marchandises. La nécessité de contrôler leur commerce extérieur les y obligeant. Au plan macroéconomique, il est à constater que les importations et exportations expriment en volume les données statistiques qui, par simple soustraction les unes des autres, permettent d'avoir en résultat la mesure de l'excédent ou du déficit de la balance commerciale d'un pays. La balance commerciale étant un élément constitutif de la balance des paiements, elle-même indicateur économique essentiel d'évaluation de la santé financière d'un État. En prenant appui sur cet ensemble de caractères dégagés, il est à présent possible de situer le droit de l'import-export dans l'architecture générale du droit sénégalais. Le droit de l'import-export apparaît ainsi comme embrassant à la fois le droit commercial, le droit des affaires, le droit public, le droit du commerce international et le droit international aussi bien privé que public. Cette dernière référence au droit des gens tenant au fait que les règles applicables à l'import-export n'ont pas seulement une source interne, c'est-à-dire nationale, vu que les États partagent avec des organisations supra-étatiques la qualité de producteurs de normes en la matière. En clôture à cette introduction, il est important de signaler que l'histoire récente et même immédiate oblige à inscrire l'activité d'import-export et donc l'étude de son droit dans le cadre de la tendance actuelle de l'économie mondiale. En d'autres termes, il s'agira de restituer d'abord ce droit et de le lire ensuite en gardant présent à l'esprit qu'il est fortement influencé par la direction actuelle prise par l'économie mondiale dans le domaine des échanges commerciaux transfrontières. Une mondialisation de l'économie qui laisse présager d'une perspective unitaire, souhaitée par certains, ressentie comme imposée par d'autres, dans la réglementation des échanges commerciaux internationaux.
Les développements s'articuleront autour de deux idées principales qui constitueront les deux parties de cet ouvrage. L'organisation des activités d'import-export et la gestion des activités d'import-export. L'organisation de l'import-export, afin de rendre compte de l'environnement juridique dans lequel sont appelées à se dérouler les dites activités. À cet effet, il sera question de mettre à jour l'arsenal législatif, réglementaire et conventionnel d'exercice de ces activités sur le sol sénégalais, y compris la philosophie qui l'inspire et l'anime. La gestion de l'import-export, quant à elle, s'inscrit dans la continuité de l'organisation du monde de l'import-export mais sur un plan plus pratique. Il s'agira de faire corps avec les règles relatives aux conditions d'entrée et de sortie des biens, à la conduite à tenir par rapport à ces opérations et enfin à l'aspect financier de ces transactions, à savoir les paiements auxquels elles donnent lieu. Le monde de l'import-export fait l'objet d'une structuration et d'un ordonnancement qu'il importe de bien fixer. En effet, appliquée à l'import-export, l'organisation est supportée par les idées d'encadrement de ce secteur déterminé de l'activité économique et de formulation d'un système de règles étatiques ou supra-étatiques propres à régir les activités spécifiques à ce milieu. Cela se vérifie pour le premier élément par la rencontre d'une part d'organes spécialement mis en place par l'État, ici, celui du Sénégal, en sa qualité de puissance publique et d'autre part, d'organes ou d'organismes certes extra-étatiques mais reconnus et acceptés parce que leur vocation essentielle concerne les activités d'échange de biens entre pays. À ce cadre professionnel et administratif, chapitre 1, s'ajoute celui normatif et réglementaire, chapitre 2, deuxième élément d'organisation et dans lequel se trouvent les dispositions pertinentes qui impriment la matière étudiée, oriente la politique d'entrée et de sortie de biens du territoire et réprime les manquements à la réglementation en vigueur. C'est cela qu'il s'agit d'ores et déjà de restituer. Chapitre 1er. Le cadre professionnel et administratif de l'import-export. En raison de leur importance stratégique dans l'économie d'un pays donné, ainsi que de l'enjeu et du lien qu'elle crée entre divers ordres juridiques nationaux, les opérations d'import-export font partout l'objet d'une surveillance particulière. Surveillance, contrôle et soutien desdites opérations sont le lot à la fois de l'État souverain agissant par le moyen de ses démembrements et des organisations internationales ou régionales dont le rôle ne peut être négligé comme dit plus haut. Section 1. Le dispositif étatique. L'identification des entités étatiques formant l'armature institutionnelle mise en place par l'État suppose au préalable que soit clairement localisé l'espace territorial d'entrée et de sortie des biens sur lequel s'exerceront pleinement l'autorité et la réglementation de l'État du Sénégal. Un cadre physique d'entrée et de sortie des biens, le territoire douanier. Chaque pays dispose de son territoire douanier, et l'intérêt à le délimiter tient justement à sa définition. Par territoire douanier, il faut comprendre l'espace territorial d'application des règles relatives aux marchandises quant à leurs conditions d'entrée, de sortie, de consommation ou de transit. Il s'agit pour le cas du Sénégal, du territoire de la République y compris ses eaux territoriales et son espace aérien. Défini, accepté et reconnu comme un lieu classique d'expression de souveraineté étatique, c'est donc sur lui que l'État organise et exerce sa fonction de surveillance et de contrôle qui sont une des principales missions des douanes comme cela sera vu infra. La qualité du Sénégal de membre à part entière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, justifiant du coup qu'il soit à la fois garant et débiteur d'une législation communautaire, oblige à bien préciser cette notion de territoire douanier. Si ce dernier s'est considérablement étendu par l'effet de l'Union avec toutes les conséquences de droit, il reste que le rôle du Sénégal sur le sien propre reste intact à l'instar de chacun de ses pairs membres de l'Union. Il est opportun dès lors et par souci de clarté de représenter le territoire douanier sous deux traits distinctifs. Un territoire douanier que l'on peut qualifier de primitif ou d'originel, A, constituant aujourd'hui une portion d'un territoire douanier élargi, B, qui est la base spatiale du marché commun instauré par l'UEMOA. A. Le territoire douanier primitif. Au terme de l'alinéa 1er de l'article 5 du Code des douanes de l'UEMOA, c'est la somme des territoires douaniers primitifs des différents États composant l'Union douanière qui forme le territoire douanier communautaire. Il reste cependant à relever que le niveau actuel de l'intégration,
qui n'a pas atteint la fusion des corps nationaux des douanes, fait que les autorités douanières sénégalaises exercent leur mission dans les limites de leur territoire douanier originel, c'est-à-dire celui d'avant l'Union. C'est le sens à donner à l'article 26 du Code des douanes de l'Union qui, sous-entendant le principe de la territorialité des lois, dispose que l'action des douanes s'exerce pour chaque État membre dans ce que l'on appelle le rayon des douanes. Ce dernier se définissant comme les parties ou zones de territoire douanier, où le service des douanes va se livrer à une surveillance spéciale. Pour le cas spécifique du Sénégal et conformément aux dispositions du même code, le rayon des douanes est constitué d'une zone maritime et d'une zone terrestre. La zone maritime est la partie du rayon des douanes commençant du littoral, c'est-à-dire des côtes, jusqu'à une distance de 20 km dans la mer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.